Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter, par exemple. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. À mes côtés, Ludivine Lopez et Camille Doxer, journalistes à la rédaction de Lina. Bonjour à toutes les deux. Alors Camille, Emmanuel Macron a présenté cette semaine son plan France 2030, un plan de relance économique très largement dédié à la filière nucléaire. Oui, 1 milliard d'euros sera dédié à cette filière. Le président a annoncé le développement de mini-centrales, de petits réacteurs, avec une supposée meilleure gestion des déchets ensuite. Le nucléaire s'annonce comme l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Plus clairement. Et c'est le général de Gaulle qui, en France, a lancé les recherches, le développement de cette industrie. En 1958, il visitait le centre de Marcoule, qui était le premier réacteur français qui produisait de l'énergie. Au centre atomique de Marcoule, le président de Gaulle a pu constater le chemin parcouru depuis qu'en 1945, il signa l'acte de naissance de l'industrie nucléaire en France. Aujourd'hui, le centre fonctionne et produit. Avec la pile G2, qui aura bientôt une sœur, G3, l'usine de plutonium est l'élément essentiel de Marcoule. C'est ici le germe de la puissance d'un pays, dans l'ordre industriel comme dans l'ordre militaire. Et c'est cette promesse qu'a voulu marquer le général de Gaulle en disant « Il est saisissant de constater ce que sont les réalisations françaises quand on s'en donne la peine ». Voilà pour cette archive de 1958. C'est vrai que j'adore le ton du journaliste. Alors vous, Ludivine, c'est une étude de l'INSEE sur le niveau de vie des agriculteurs qui vous a interpellé. Oui, et voilà ce qui en ressort. Contrairement aux céréaliers ou aux viticulteurs, les éleveurs ont le niveau de vie le plus faible parmi les agriculteurs. Un quart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Alors, le niveau de vie des agriculteurs, c'est un sujet ancien. Le malaise aussi est ancien. En 1960, dans son émission 5 colonnes à la une, le journaliste Pierre Dumayet s'y intéressait et il tendait le micro à des paysans bretons. Lorsque les paysans du Morbihan pensent à leur travail et à la situation qui leur est faite, quel sentiment éprouvent-ils? Monsieur le maire de Plohérin m'a répondu. Oh, beaucoup de découragement. Principalement chez les jeunes, n'est-ce pas? Les vieux qui y sont, ils y restent, mais après cela, ça va de pire en pire. Et d'où vient ce découragement? Parce qu'il n'y a pas de rémunération vis-à-vis des travaux et des produits que l'on vend. Vous avez calculé la valeur de votre heure de travail? Oui, j'ai fait un petit calcul l'année dernière sur la ferme que mes parents exploitent et j'ai trouvé que sur l'ensemble de notre revenu, on a gagné environ par personne, à raison de 12 heures par jour, on a gagné environ 29 francs par heure, environ. Comment voyez-vous l'avenir par ici? Oh ben, l'avenir par ici, je vois que ça va aller de pire en pire. Pour la campagne, ça va être délaissé de plus en plus. Tout le monde va partir? Oh, tout le monde va partir, oui. Vous regrettez de ne pas avoir de vacances? Ben, naturellement. Vous regrettez le manque de loisirs? Il n'y a aucun loisir chez nous, c'est pas connu ça. La campagne, c'est l'esclave. Vous avez entendu des mots forts qui résonnent toujours aujourd'hui. La campagne, c'est l'esclave. C'est vrai que c'était il y a 60 ans, mais on a l'impression finalement que la problématique n'a pas changé. Voilà, en tout cas pour l'actualité cette semaine. Alors que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé? Pour le savoir, il faut regarder le zapping de l'inattendu. Ça s'est passé cette semaine et c'est maintenant. Bonjour. La nuit dernière, un petit garçon de 4 ans, Grégory, a été retrouvé mort dans les eaux de la Vologne, à quelques kilomètres du domicile de ses parents. Apparemment, il pourrait s'agir d'une vengeance familiale ou professionnelle, une simple hypothèse pour l'instant, mais une hypothèse qui reste sans commune mesure avec le caractère odieux de ce meurtre. C'est le révérend Martin Luther King à qui vient d'être attribué le prix Nobel de la paix pour 1964. Je suis contre la violence, je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale. 18h19, la fumée blanche apparaît au-dessus de la chapelle Sixtine. Aussitôt, Radio Vatican confirme, un nouveau pape a été élu. Pour l'heure, en Égypte, comme prévu, Hosni Moubarak a été élu président de la République. Il a déjà été intronisé. 99% des voix au référendum pour dire qu'il n'y avait guère d'alternative.
Toujours, elle est restée près du Rhône pendant 120 ans et 238 jours. Jeanne l'Arlésienne sera ce soir minuit le plus vieil être humain que la Terre ait jamais porté. Bonsoir et à demain. Camille, cette semaine, nous avons fait un pas de plus vers la disparition du ticket de métro parisien de Paris et sa banlieue. Hein. C'est incroyable. Oui, exactement, puisque depuis le 14 octobre, dans une centaine de stations de la capitale, on ne peut plus trouver, vous savez, les petits carnets de 10 tickets avec un tarif avantageux. Et jusqu'en mars 2022, eh bien, petit à petit, ça va disparaître dans toutes les stations, pour au final atteindre les 300 stations du réseau. Alors si on tient vraiment au carton, je vous rassure, vous pourrez toujours acheter un petit ticket comme celui-ci. Collector bientôt. Bientôt. On va vous l'encadrer. Ouais, merci Nathanaël. Un petit ticket à l'unité, c'est encore disponible. Mais évidemment, l'objectif, c'est de dématérialiser à terme les tickets de métro pour recharger gentiment vos petites cartes à puce. Le ticket de métro, c'est un objet du quotidien qui a, vous allez le voir, subi de nombreuses petites révolutions. C'est l'histoire d'un petit bout de carton. Ouverture des portes, présentez vos tickets. Dans les années 50, pour le valider, on se bouscule devant la poinçonneuse. Il y a toujours au guichet de pénibles recherches de monnaie et d'âpres discussions au portillon. Car les petits trous à la main, ça prend du temps. Pour fluidifier ce trafic souterrain, au début des années 70, des poinçonneuses automatiques sont installées. Mais surprise, face aux machines, les gens fraudent. On s'est rendu compte à la RATP que les composteurs actuels permettent une tricherie. Le même billet déjà oblitéré peut être utilisé plusieurs fois par ceux qui ne redoutent ni les contrôles, ni les contraventions. Mais un nouveau ticket est inventé. C'est la fin de la triche et la fin du métier de poinçonneur. Le poinçonneur du métro est une espèce en voie de disparition. Et si on en croit les spécialistes, même son petit frère mécanique, en quelque sorte son descendant, doit lui aussi céder le pas à l'ordinateur. À la station des Lilas comme ailleurs, plus de poinçonneurs. C'est le début des tourniquets électroniques et du ticket à bande magnétique. Dorénavant donc, tous vos tickets de métro porteront au dos une piste magnétique comme celle-ci. Et dans chaque station se trouvera un appareil distributeur. Par exemple, un billet de 2e classe. Et voilà, l'ordinateur a inscrit un message sur la piste magnétique. Place à la couleur. Dans les années 70, le ticket de métro devient jaune fluo. Ce ticket de métro, vous le trouvez joli? Pas mal, hein. Pourquoi pas mal? Bah, je sais pas, moi je fais pas la collection, mais enfin, il y en a qui en font la collection qui trouvent ça très bien. On le collectionne et il a même sa campagne de pub. C'est le Ticket Chic, Ticket Choc. Début des années 2000, notre vie quotidienne devient magnétique, électronique. Le ticket de métro aussi. Cette carte, lisible à distance, est destinée à remplacer peu à peu tickets de bus et de métro. Je préfère ça que le ticket, hein. Ça c'est sûr. Plus besoin de composter, l'objectif, gagner toujours plus de temps, c'est 2 fois plus rapide avec une carte électronique. C'est 2 fois plus rapide, mais le bon vieux ticket de métro en carton n'a depuis jamais vraiment disparu. Depuis le lancement du Pass Navigo, il s'en vend toujours 500 millions par an. C'est bon là pour la journée là. Non, j'allais vous parler de Michel Chevalet, formidable, mais non là c'est la musique l'emporte, tel ticket chic, tel ticket choc. Voilà. Camille, connaître le prix du ticket de métro, c'est aussi un enjeu politique. Oui, exactement Nathanaël. C'est un peu comme connaître le prix d'une baguette, d'un croissant. Dans les débats politiques, ça montre si oui ou non vous êtes complètement déconnecté de la vie des Français. Aussi, hein. Oui, enfin on a au moins une petite fourchette, au moins. Françoise Giroud, en 1974, avait piégé comme ça Valéry Giscard d'Estaing sur le prix du ticket de métro. Elle lui avait demandé, il avait répondu 90 centimes. Mauvaise réponse, c'était 1,30 franc. Et plus proche de nous, en 2012, une autre s'est faite avoir. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Raté. Voilà, oui, raté, complètement raté. Est-ce que vous savez combien ça coûte aujourd'hui un ticket à l'unité? 1,20 €, 1,10 €? Plus. 1,40 €. 1,90 €. Exactement, vous y Oui, étiez bah, il a fait. Non, mais, là, vous êtes dur, vous savez très bien que je me déplace en vélo. Là, franchement, vous êtes dur. Bien sûr.
Merci beaucoup. La contraception gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans à partir du 1er janvier. Cette annonce d'Olivier Véran a été saluée par la majorité des associations de défense du droit des femmes, mais certaines dénoncent un renforcement de la responsabilité contraceptive pour les femmes. Le retard en matière de contraception masculine est notamment pointé du doigt et ça ne date pas d'hier. Alors où en est-on dans ce domaine? Pour en parler, Guillaume Dodin est avec nous. Vous êtes co-auteur de la bande dessinée avec Stéphane Jourdain et les dessins de Caroline Lee. Les contraceptés enquêtent sur le dernier tabou aux éditions Steinkiss. Quelles sont les conclusions de votre enquête? Les conclusions, c'est une manque de volonté des hommes, des labos pharmaceutiques et du pouvoir politique pour faire avancer ce sujet. Les hommes, depuis 40 ans, auraient pu se saisir de méthodes de contraception masculine qui sont restées un peu dans l'ombre, qui n'ont pas été développées suffisamment, qui n'ont pas été validées par les autorités, mais ils ont laissé cette question entre les mains de leurs compagnes dans les couples hétéros. Ils ne se sont jamais vraiment préoccupés de cela. On a découvert tout un tas d'hommes qui n'avaient jamais posé la question à leurs compagnes de comment ça se passe pour leur contraception, quelles sont les difficultés. Il y a aussi le pouvoir politique. Le pouvoir politique s'est dit, mais en fait, on n'a pas de demande de la part des hommes, donc pourquoi parler de ce sujet? Gros problème de communication alors. Voilà, gros problème de communication. Et ça touche aussi les labos pharmaceutiques qui, eux, se sont dit, puisqu'on n'a pas de demande des hommes, puisque les femmes gèrent ça et les hommes ne le demandent pas, on ne va pas pousser plus loin les recherches en la matière. Voilà, vous l'avez dit, depuis 40 ans. Alors du coup, Ludivine, vous avez creusé dans les archives sur cette contraception masculine. Alors, je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas autant de choses que pour la contraception féminine, mais il y a quand même de la matière sur le sujet. D'ailleurs, Guillaume Dodin, je sais que vous avez fouillé dans les archives pour préparer votre BD. Vous avez illustré un passage d'une archive dans votre livre. C'était sur le plateau de l'émission Les Dossiers de l'écran, le 18 mars 1980. Ce jour-là, la contraception féminine et masculine était au cœur du débat. Parmi les invités, cet homme, Alain Neunoff. Il testait avec 6 autres personnes une pilule pour hommes. Et voici sa démarche. Ça vient de toute une réflexion sur quel rôle d'homme on a dans la société. Et les rapports de concurrence entre hommes, la paternité, qu'est-ce que ça veut dire? On a pris donc une pilule qui ressemble un peu à la pilule pour femmes, c'est-à-dire, je ne rentre pas dans les détails, mais une même association qui empêche donc la formation des spermatozoïdes. On s'est aperçu qu'au bout de 3 mois, notre taux de fécondité diminuait considérablement pour arriver à un seuil proche de 0. En fait, si on voulait, la pilule pour homme pourrait exister très facilement. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce passage, au point de retranscrire ce passage dans votre livre? C'est vraiment la fin de ce qu'il dit. C'est-à-dire, si on le voulait, la pilule pour homme existerait vraiment. Il dit ça à une heure de grande écoute à la télévision française il y a 40 ans. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas sur le marché, si on veut aller en pharmacie, au coin de chez soi, il n'y a toujours pas de méthode efficace pour les hommes à disposition et surtout validée par les autorités. Et voir un homme qui en parle il y a 40 ans, vraiment dans une émission très regardée à l'époque. Des millions de personnes. Des millions de personnes. C'était assez fascinant. On avait l'impression nous-mêmes qu'en se lançant dans cette enquête, on découvrait un sujet qui était vraiment nouveau. Et en fait, le sujet avait déjà été défriché, mais dans l'ombre et un peu dans l'indifférence. Là, on était dans les années 80, mais figurez-vous qu'on parlait déjà contraception masculine à la télévision. Avant ça, regardez, nous sommes en 1973. L'émission Aujourd'hui Madame faisait une spéciale. Vous avez bien entendu, une spéciale contraception masculine. En plateau, un médecin détaillait différentes alternatives et un homme expliquait pourquoi il voulait se contracepter. La contraception est une affaire de couple et je ne vois pas pourquoi ma femme serait obligée à elle seule d'assumer ses responsabilités. Je peux quand même, étant partie prenante du couple, je peux fort bien assumer moi aussi mes responsabilités. Pourquoi voulez-vous que je fasse ingurgiter une pilule pendant 25 ans à mon épouse? Autant que je prenne moi ça, puisque ça n'a pas de conséquences par la suite. C'est pas un sujet facile à aborder à l'époque. On a même un témoignage rare dans les années 70. Est-ce que le sujet s'est démocratisé aujourd'hui, Guillaume Dodin?
Je pense que ça s'est démocratisé. Ce que dit cet homme, en fait, il y a de plus en plus d'hommes qui le disent aujourd'hui. À l'époque, c'était saugrenu. Aujourd'hui, ça paraît toujours un peu extravagant, mais il y a de plus en plus d'hommes qui en parlent et qui surtout vont contacter... En parler, mais le faire, c'est encore autre chose. Le faire, on a l'impression qu'il y a un petit élargissement, il y a quelque chose de balbutiant, mais qui est déjà plus large qu'au début des années 80. À l'époque, il y a des méthodes qui ont été développées, et selon les infos qu'on a recueillies, il y avait quelques centaines d'hommes qui utilisaient ces méthodes, et aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus large. On est sur peut-être quelques milliers, alors c'est pas énorme, mais il y a une progression, et puis il y a aussi une progression de la vasectomie, qui est une méthode peut-être plus adaptée aux couples qui ont déjà eu des enfants. Voilà, il y a quelque chose d'un peu plus large, mais c'est pas encore non plus un mouvement de masse. En tout cas, dans les années 70, là, cet homme parlait de la pilule. Les gens n'y croyaient pas vraiment à cette époque à la pilule. Et toujours sur le plateau de l'émission, Aujourd'hui Madame, le professeur Albert Netter avait une théorie sur la question. Donner à des hommes quelque chose en leur disant « ça va supprimer votre fonction spermatogénétique, enfin ça va vous empêcher d'avoir des enfants », ils vont comprendre que ça va les rendre impuissants. Et je crois que c'est ça qui a empêché le développement de la pilule masculine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Finalement, la pilule est associée à une perte de virilité, et donc c'est ce qui empêcherait le développement? C'est l'éternel tabou qui revient, et il est très bien expliqué. Il y a ce frein un peu atavique chez les hommes de se dire « oh là là, on touche à ma fertilité ». C'est quoi, c'est un problème de communication? C'est un problème d'information, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas au courant. Du coup, ils ont l'impression que c'est quelque chose tellement méconnu que c'est forcément dangereux et que c'est forcément quelque chose qui va atteindre à leur virilité, et du coup... on a peur, on ne fait rien. Alors on le découvre dans votre livre, au cours de votre enquête, vous avez décidé de franchir le pas et de vous contracepter, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez opté pour la méthode thermique, appelée la méthode du slip chauffant. Alors expliquez-nous le principe et comment cette initiative a-t-elle été perçue par votre entourage? La méthode thermique, c'est une méthode qui a été développée dans les années 80 et ça consiste à rapprocher les testicules du corps pour qu'elles soient à la température du corps. Faire cela, ça arrête la production de spermatozoïdes. Il faut le faire pendant 3 mois. Il faut un dispositif qui rapproche les testicules du corps. Donc ça peut être un slip qui va remonter mécaniquement les testicules. Ça peut être un anneau, moi c'est ce que j'utilise, et on le porte, on le met le matin, on le retire le soir. Au bout de 3 mois, on est plus fertile et on est contracepté. Et lorsque vous avez décidé d'avoir un enfant, vous avez arrêté? Alors moi, je l'ai commencé après avoir eu un enfant. On se posait la question avec ma compagne de qu'est-ce qu'on va faire, quelle méthode on va pouvoir utiliser. Et au moment où je faisais cette enquête, ça commençait à infuser en moi. Et je me suis dit, je peux utiliser cette méthode. Et c'est quelque chose dont je parlais déjà souvent à mes amis, donc ça ne leur a pas paru complètement dingue. C'est expérimental aujourd'hui, c'est reconnu par les autorités sanitaires? Alors les autorités voient un peu de quoi on parle quand on leur parle de ça, mais elles n'ont pas validé la méthode. Mais il y a eu des études sur cette méthode thermique, notamment dans les années 90. On a prouvé que c'était une méthode qui, a priori, n'était pas nocive, qui était réversible. Ce qu'il manque, c'est des études plus larges, plus approfondies, sur plus de couples, dans plus de pays, pour montrer définitivement, pour avoir un état des lieux des risques encourus, comme pour la pilule pour les femmes. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a des risques en la prenant, ils sont connus, ils sont maîtrisés, ils sont documentés. Et là, ce qui manque pour les hommes, c'est cet état des lieux pour pouvoir... Vous avez prévu de voir si c'était réversible ou pas? Bien sûr. Et d'avoir un deuxième enfant? Peut-être, ça on verra. Ça sera peut-être l'objet d'un second livre. Mais en tout cas, pour l'instant, j'utilise la méthode. Et puis, quand je m'arrêterai, je sais déjà qu'a priori, il n'y a pas de souci. Je pourrai à nouveau avoir des enfants. Ludivine, est-ce que dans le passé, on parlait déjà de cette méthode de contraception thermique à la télévision? À votre avis? J'imagine que oui. Mais eh bien oui, on en parlait. Philippe Bouvard, en 1980, en parlait dans son émission Passez donc me voir. Il recevait des membres de l'ARDECOM, l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, une association qui existe toujours. C'était une grande découverte pour l'animateur, le slip chauffant. Je crois qu'il y a d'autres formes de contraception masculine qui sont en cours d'expérimentation. Il y en a une dont j'ai trouvé le détail dans une de vos publications, qui est à base de slip chauffant et qui m'a paru profondément barbare. C'est-à-dire que sur cette méthode, malheureusement, nous ne pouvons pas encore énormément parler car elle est en cours d'expérimentation. Il s'agit d'élever la température. Nous attendons actuellement les résultats. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les gens qui participent à ces expériences la supportent tout à fait.
C'est quand même un point important. Mais quant à l'efficacité, la réversibilité... Ce procédé comprend un slip isolant et une résistance électrique chauffante. C'est-à-dire que... C'est quand même très, très barbare et ça pourrait donner lieu à un certain nombre de plaisanteries faciles dans notre Justement, société. c'est pour ça qu'on voudrait les éviter absolument et travailler dans notre coin tranquille avant d'en parler en réussissant à mettre des résultats concrets au bout. Alors, il y a 41 ans, Débat inattendu. Pour Philippe Bouvard, le slip chauffant, c'était barbare. Aujourd'hui, cette méthode reste toujours assez méconnue. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change ? Il faudrait, je crois, des campagnes d'information et puis il faut que chaque homme ait peut-être autour de soi un autre homme qui utilise cette méthode et que ça ne paraisse plus quelque chose réservé à des fous furieux dans des endroits alternatifs, mais que ça devienne quelque chose quotidien et du commun pour que tout le monde se dise en fait, je peux l'utiliser. Et puis, il faudrait aussi, évidemment, que les autorités, encore une fois, s'intéressent vraiment au sujet en mettant la dernière étude qui permette de dire, vous pouvez y aller, on connaît les risques et c'est mesuré. Alors ça, c'est une contraception réversible. Vous vous intéressez aussi à la vasectomie. Ce n'est pas une méthode de contraception, mais de stérilisation. Elle consiste à sectionner les canaux qui transportent les spermatozoïdes. C'est irréversible. Et la technique est ancienne. Oui, c'est une vieille pratique, mais vous en doutez, elle reste rare en France. D'après les statistiques officielles de l'assurance maladie, 13 205 vasectomies ont été pratiquées en 2019. C'est peu, comparé aux Américains qui en pratiquent plus d'un demi-million par an. Et comme pour la pilule, comme pour le slip chauffant, la télévision en parle depuis longtemps. Les témoignages d'hommes vasectomisés sont assez nombreux, les a priori aussi, et ils ont la vie dure. Se mutiler, se couper ses canaux pour faire plaisir à madame ou je ne sais quoi, c'est... Ah, excusez-moi, mais on est dans l'aberration totale. C'est pas bien. Pourquoi voulez-vous faire ça? Ça existe déjà? Je pense que ouais. Je pense qu'en tout cas, moi, je pourrais pas non plus me faire une vasectomie. Ouais, il souffre rien qu'en disant le mot. Donc la généralisation de la vasectomie, c'est pas forcément pour demain. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard par rapport aux pays anglo-saxons ? Il y a une question de culture. En France, le pouvoir médical, les médecins ont une culture nataliste portée sur faire des enfants. Et puis, on s'intéresse toujours d'abord aux femmes en matière de contraception. Donc, quand on est dans un couple hétéro-stabilisé, qu'on a eu le nombre d'enfants qu'on voulait, les médecins vont d'abord proposer aux femmes une ligature des trompes ou de porter un stérilet. Et on ne va jamais proposer cette opération dont les médecins disent qu'elle est quand même extrêmement simple, extrêmement rapide à faire et très peu douloureuse. C'est une opération beaucoup plus simple que la ligature des trompes, mais sur les 10 dernières années, il y a 360 000 ligatures des trompes en France. Il y en a 60 000 des vasectomies. Il y a un gap énorme. Et dans d'autres pays, pourtant, c'est tout autre chose parce que les hommes sont plus sensibilisés à ça, sont plus ouverts sur cette question. C'est quoi aujourd'hui le process pour un homme qui veut mettre en place une contraception? Il va voir qui? Le gynécologue? Alors c'est une bonne question et c'est pas simple en fait. On pourrait aller voir son médecin traitant, mais il faut que son médecin traitant soit formé. Il y en a très peu qui le sont. On peut aller voir un gynécologue, mais le gynécologue s'adresse aux femmes a priori. Donc on peut aller voir une spécialité très méconnue qui s'appelle l'andrologue. L'andrologue, c'est l'équivalent du gynécologue pour les femmes. Et des andrologues en France, il y en a peu. Et c'est la même chose, ils ne sont pas forcément formés à ces questions. Du coup, que font les hommes qui veulent se contracepter? Ils se renseignent sur Internet et ils contournent un peu le pouvoir médical. Ça peut aussi, évidemment, comporter quelques risques si ce n'est pas fait, si ce n'est pas suivi d'un accompagnement et de médecins qui acceptent de suivre cela. Autre solution pour s'informer, lire votre ouvrage, Guillaume Dodin, Stéphane Jourdain, avec les dessins de Caroline Lee, Les Contraceptés, enquête sur le dernier tabou, c'est aux éditions Stenkiss. Merci à vous pour cet éclairage et merci à vous, Ludivine, pour votre travail. Avant de refermer cet inattendu, notre traditionnelle pépite consacrée cette semaine à une chanson de saison en 1963. Yves Montand chantait Les Feuilles Mortes, c'était au Palais de Chaillot. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare
ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. On se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. Émission préparée avec les documentalistes Florence Lucet, Claire Fréquelin-Brulé. Merci à eux et merci à vous d'être là chaque semaine.